L'aube commençait à peine à teinter de rose les coupoles de San Miguel d'Allende, lorsque j'entendis les coups à ma porte. 3 frappes douces, presque timides, si différentes du bruit habituel du sac de pain déposé sur le seuil. Mon cœur savait déjà qui c'était avant que mon esprit ne le traite. J'avais relu son dernier billet toute la nuit. Je ne peux plus me cacher derrière les mots. Demain, quand j'apporterai le pain, ce sera moi qui frapperai à ta porte. Je me levai pieds nus, le cœur me martelant les côtes comme un oiseau en cage. Je ne portais que mon pantalon de pyjama, le torse nu encore tiède des draps. Quand j'ouvris la porte, le monde s'arrêta. Diego était là, plus réel que toutes mes fantasmes ne l'avaient imaginé. Le tablier bleu de la boulangerie taché de farine, ses bras que j'avais tant rêvé couverts d'un t-shirt blanc qui collait à sa poitrine, à cause de la sueur de l'aube, ses cheveux parfaitement peignés en arrière, brillant sous la lumière tamisée de l'aube. Il sentait la cannelle, la vanille, le pain tout juste sorti du four, l'homme qui avait travaillé toute la nuit en pensant à ce moment. « Matteo », dit-il mon nom comme une prière, comme s'il l'avait répété 1000 fois devant le miroir du dépôt de la boulangerie. Je ne pus parler. Toute ma capacité à former des mots s'évapora quand je vis comment il me regardait, ses yeux sombres parcourant mon torse nu avec un mélange de désir et de nervosité qui me fit trembler. « Chut, je suis celui qui écrit les billets », murmura-t-il, et sa voix sonnait rauque, brisée par l'émotion. « Cela fait 6 mois que je t'observe de loin, 6 mois que j'écris ce que je n'ose pas dire. » Je fis un pas vers lui. Un seul, mais cela suffit pour raccourcir la distance entre 2 mondes qui avaient existé séparés par la peur et l'incertitude. L'arôme du pain s'intensifia, se mêlant à son parfum naturel, à cette odeur d'aube et de travail acharné qui me parut la chose la plus érotique que j'ai jamais vécue. « Diego » parvins-je enfin à dire son nom et cela sonna comme une confession, comme une reddition. Il laissa tomber le sac de pain par terre. Le bruit des conchas heurtant les pierres du seuil fut comme le coup de pistolet de départ d'une course que nous avions tous les deux couru l'un vers l'autre pendant des mois. Ses grandes mains, ses mains qui pétrissaient le pain chaque aube, se levèrent pour toucher mon visage avec une délicatesse qui contrastait avec sa force évidente. « Puis-je » demanda-t-il, son pouce effleurant déjà ma joue, brûlant ma peau avec ce contact minimal. Au lieu de répondre, je pris son visage entre mes mains tachées d'encre et l'attirai vers moi. Nos lèvres se rencontrèrent avec une urgence qui avait été contenue pendant 147 billets, pendant d'innombrables regards volés à la boulangerie, pendant des nuits entières à imaginer exactement cela. Le baiser fut affamé, désespéré. Sa barbe râpait ma peau de manière délicieuse tandis que sa langue explorait ma bouche, comme s'il voulait mémoriser chaque recoin. Ses mains descendirent de mon visage à mon cou, à mes épaules, à mon dos, me pressant contre son corps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre nous. Je pouvais sentir la chaleur de sa poitrine à travers le t-shirt fin, les muscles, de ses bras se tendant tandis qu'il me tenait comme s'il avait peur que je disparaisse. Mes doigts s'enfoncèrent dans ses cheveux, défaisant cette coiffure parfaite, et il gémit contre ma bouche, un son guttural qui me fit perdre toute raison. Il me poussa doucement contre l'encadrement de la porte, son corps couvrant complètement le mien, et quand je sentis la pression de son excitation contre ma hanche, un halètement s'échappa de mes lèvres. « Combien de temps j'ai attendu cela » murmura-t-il contre mon cou, son souffle chaud me faisant frissonner tandis que ses lèvres traçaient un chemin de baiser de ma mâchoire à ma clavicule. Chaque aube, en écrivant ses billets, me demandant si un jour j'aurais le courage. « Je les ai tous gardés » confiai-je, mes mains parcourant son large dos, sentant les muscles bouger sous mes paumes. « Je les lis chaque nuit. Je suis tombé amoureux de tes mots avant de te connaître. » Il s'écarta à peine pour me regarder, et dans ses yeux je vis tout ce qu'il avait écrit sur ces papiers froissés que je collectionnais comme des trésors. Désir, tendresse, peur, espoir. Maintenant tu peux tomber amoureux de l'homme derrière les mots, dit-il, et son sourire révéla ces adorables fossettes qui me rendaient fou chaque fois que j'achetais du pain. Je l'embrassai de nouveau, plus lentement cette fois, le savourant. Il avait le goût de café noir et de sucre, de promesses non dites et de futurs possibles. Ses mains exploraient mon torse avec révérence, comme si j'étais l'une de ces illustrations qu'il admirait en secret, et je marquais contre son toucher, désirant plus, ayant besoin de plus. Le soleil commençait à s'élever au-dessus des toits coloniaux de San Miguel, baignant le monde de tons dorés, mais nous restâmes sur ce seuil, perdus dans une première rencontre qui avait été construite avec patience à travers des mots écrits sur des serviettes de papier, enfin faites de chair et de chaleur et de désir débordant. Avant de continuer cette histoire qui m'a volé le souffle autant qu'elle m'a volé le cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville écoutes-tu cette histoire?
J'aimerais savoir où vous êtes tous. Et quand tu auras fini d'écouter, dis-moi s'il te plaît quelle note tu donnes à cette histoire de 0 à 10 et ce qui t'a le plus plu. Ton opinion est très importante pour moi. Mais revenons à cette aube qui a tout changé. 6 mois avant ce baiser qui m'a coupé le souffle, j'étais arrivé à San Miguel de Allende en fuyant. Pas quelque chose de spécifique, mais tout. De Mexico, de son bruit incessant, des attentes de ma famille qui voulait que je sois architecte comme mon père, d'une relation qui était devenue toxique et m'avait laissé douter de ma capacité à aimer et à être aimé. J'étais arrivé avec 2 valises, ma tablette de dessin et un désespoir silencieux pour trouver quelque chose qui donne un sens à mes jours. J'ai loué un petit studio dans le quartier de San Antonio, avec des fenêtres donnant sur un jardin rempli de bougainvilliers violets et une cour partagée où une fontaine de pierre murmurait constamment. L'endroit était parfait pour ce dont j'avais besoin. Silence, lumière naturelle et la sensation d'être suffisamment loin de tout ce qui était connu pour me réinventer. Les premiers jours furent durs. Je me réveillais sans but, passais des heures à regarder l'écran blanc sans savoir quoi dessiner. J'avais perdu mon inspiration quelque part sur la route, enterré sous des couches de frustration et d'autocritique. Mes clients freelance continuaient à envoyer du travail, mais je le complétais mécaniquement, sans passion, sans cette étincelle qui avait autrefois rendu mes illustrations spéciales. C'est ma propriétaire, Doña Remedios, qui m'a parlé de la boulangerie des Morales. C'est une tradition ici, me dit-elle en arrosant les géraniums de la cour. Don Ernesto fait le meilleur pain de San Miguel depuis 40 ans. Si vous les appelez avant 8 heures du soir, son fils Diego vous l'apporte à la porte chaque matin. C'est le service qu'il aime offrir aux voisins du quartier. J'appelais cet après-midi-là, plus par nécessité que par intérêt. Une voix profonde et chaleureuse répondit au téléphone. Boulangerie Morales, Diego à l'appareil. Je lui donnai mon adresse et ma commande. Pain de campagne, concha au chocolat, quelques pièces sucrées pour le petit déjeuner. Il nota tout avec patience, répétant ma commande pour confirmer. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me sembla réconfortant, comme du miel fondant sur du pain chaud. Demain à 6h30, ce sera à votre porte, promit-il. Bienvenue dans le quartier, Matteo. Comment il connaissait mon nom? Je ne le compris que quand je réalisai que Doña Remedios avait probablement déjà fait passer le mot sur le nouveau locataire. Dans des villages comme San Miguel, tout le monde sait tout sur tout le monde. Le premier matin, le pain arriva exactement à 6h30. Je dormais encore quand j'entendis le doux choc du sac de papier contre ma porte. Je me levai ensommeillé, ouvris, et là c'était un sac de papier manille rempli de pain encore tiède, la vapeur s'échappant des bords. L'arôme me réveilla complètement, me fit saliver immédiatement. Mais ce qui captiva vraiment mon attention fut le petit papier plié attaché au sac avec un cordon fin. Je l'ouvris avec curiosité, m'attendant peut-être à une note de bienvenue ou des informations sur la boulangerie. Au lieu de cela, je trouvais ceci. L'aube sent les nouvelles possibilités. Que ta journée soit aussi douce que ses conchas. La calligraphie était impeccable. Chaque lettre tracée avec soin. Il n'y avait pas de signature, ni de nom. Seulement ces mots qui me firent sourire sans raison apparente. Je pensais que c'était une courtoisie pour les nouveaux clients. Quelque chose qu'il faisait pour tout le monde. Le lendemain arriva une autre note. Le café a meilleur goût quand on le partage avec un bon livre. Lequel lis-tu? Et le 3e jour, je vois des taches de peinture à ta fenêtre. Un artiste vit ici. Quelle chance pour ce quartier. C'est alors que je réalisai que ce n'était pas un geste standard. Quelqu'un m'observait. Quelqu'un écrivait spécifiquement pour moi. Je devins obsédé. Je commençais à me lever plus tôt, à être éveillé quand le pain arrivait, espérant attraper le messager. Mais il arrivait toujours quand j'étais distrait, aux toilettes ou en préparant du café en cuisine. C'était comme s'il savait exactement quand je ne faisais pas attention. Les notes continuèrent. Certaines étaient simples, d'autres profondes. La ville se réveille avant toi, mais tu te réveilles avant le soleil, disait l'une. Je me demande ce que tu rêves, disait une autre. Aujourd'hui, le ciel est de la couleur de tes yeux quand la lumière les traverse. Ambre avec des éclats verts. Extraordinaire. Lut une qui me fit bondir le cœur. Qui m'avait vu si près pour remarquer la couleur exacte de mes yeux? Je décidai d'aller à la boulangerie. J'avais besoin de savoir qui se cachait derrière ces mots qui étaient devenus la chose la plus importante de mes jours. J'avais besoin de mettre un visage sur cette voix qui n'existait que sur papier. La boulangerie Morales était dans le centre historique, à 15 minutes à pied de mon studio. C'était un petit local avec des murs de couleur jaune délavés et une enseigne en fer forgé qui pendait au-dessus de l'entrée. À l'intérieur, l'arôme était enivrant. Pain sucré, pain salé, empanadas, biscuits.
tout frais sortis du four et disposés dans des paniers d'osier sur un comptoir en bois ancien. Il y avait 3 personnes qui servaient, une femme âgée qui devait être la mère, une jeune fille qui semblait être à l'université, et lui, Diego. Je le sus au instant où nos regards se croisèrent. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de surprise et de reconnaissance, comme s'il m'attendait mais pas ce jour-là, pas si tôt. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, avec ses épaules larges qui remplissaient complètement le t-shirt blanc de l'uniforme de la boulangerie. Il avait de la farine sur les avant-bras, et quand il me vit entrer, il resta complètement immobile avec une concha à moitié enveloppée dans ses mains. « Bonjour », dis-je, ma voix sonnant plus ferme que je ne l'étais. « Je viens remercier pour le service à domicile. Je suis Matteo, du quartier San Antonio. »« Oui », répondit-il, et sa voix était exactement comme je l'avais entendue au téléphone, mais plus rauque, plus nerveuse. « Je sais qui tu es. » La mère s'approcha avec un sourire chaleureux. « L'illustrateur. Diego m'a parlé de toi, qu'est-ce qu'on te sert aujourd'hui, mon fils ?» Je commandais la même chose que d'habitude, tandis que je sentais le regard de Diego me brûler la peau. Il ne détourna pas les yeux de moi une seconde, et je ne pus pas non plus arrêter de le regarder. Il y avait quelque chose de magnétique en lui, quelque chose qui allait au-delà du physique, bien que, Dieu, il était indéniablement attractif. C'était la façon dont il me regardait, comme s'il mémorisait chaque détail, comme si j'étais quelque chose de précieux qui pouvait disparaître à tout moment. « C'est toi », osai-je demander quand sa mère s'éloigna pour servir un autre client. Les notes, je vis comment il déglutit, comment ses doigts se tendirent autour du papier qui enveloppait le pain. Un moment, je pensais qu'il le nierait, mais alors il hocha la tête. Une fois, presque imperceptiblement. « Pourquoi » murmurai-je, me penchant sur le comptoir. « Parce que » commença-t-il, sa voix si basse que je dus me pencher plus pour l'entendre. « Depuis le premier moment où je t'ai vu ici, en achetant du pain il y a 6 mois, je n'ai pas pu arrêter de penser à toi, et les mots me sortent toujours mieux écrits que parlés. » Mon cœur explosa. 6 mois. Il m'avait observé, pensé à moi, m'avait écrit pendant 6 mois avant même de commencer le service à domicile. Je les garde toutes, confiai-je. Chacune. Je les lis, chaque nuit. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur semblable à l'espoir, mais avant qu'il ne puisse répondre, son père sortit du four à l'arrière, un homme robuste avec une moustache grise et un tablier taché. « Diego, la commande de la señora Gutiérrez est prête pour la livraison », ordonna-t-il d'une voix rauque. Le moment se brisa. Diego me tendit mon sac avec des mains tremblantes, nos doigts se frôlant brièvement. Ce fut comme recevoir une décharge électrique. « Demain, » dit-il à voix basse, seulement pour moi. « Demain, je t'écrirai quelque chose de nouveau. » Je sortis de la boulangerie en sentant que je flottais. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Je ne pus me concentrer sur aucun travail, ne pus faire autre chose que penser à ses yeux sombres, à ses grandes mains, à cette voix profonde qui disait mon nom, comme si c'était quelque chose de sacré. Le lendemain, le billet disait « C'était difficile de ne pas te toucher hier. C'était presque impossible de ne pas te dire tout ce que j'ai gardé. Bientôt, bientôt j'aurai le courage. » Et moi, assis par terre dans mon studio avec ce papier entre mes doigts tremblants, je sus que j'étais perdu, complètement, irrévocablement perdu dans un homme qui écrivait de la poésie sur des serviettes et faisait du pain avec les mains que je rêvais sur ma peau. Si tu apprécies cette histoire autant que j'ai apprécié la vivre, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater aucun détail de ce qui suit. Les jours suivants devinrent une danse délicate de mots écrits et de regards volés. Chaque matin, le pain arrivait avec un nouveau billet, et chaque billet me révélait un peu plus l'âme de Diego. Je découvris qu'il était un poète caché dans le corps d'un boulanger, qu'il voyait de la beauté dans les choses les plus mondaines, qu'il avait une sensibilité qui contrastait complètement avec son apparence rude et masculine. 3 heures du matin est mon heure préférée, disait l'un des billets. Le monde dort et je pétris le pain en pensant à toi. Chaque mouvement de mes mains est une prière. Chaque miche que je fais cuire porte ton nom murmuré dans la pâte. Je commençais à lui répondre. Je laissais mes propres notes à la porte, de petits dessins accompagnés de mots maladroits, qui ne se comparaient pas à sa poésie mais qui sortaient directement de mon cœur. Je lui dessinais sa boulangerie vue de la rue, les mains pétrissant le pain, un cœur fait de concha. Message simple, tes mots me réveillent plus que le café. Je n'ai jamais attendu l'aube, avec autant d'impatience. Quand arrêterons-nous de nous cacher? Il gardait mes dessins. Je le sus parce qu'un matin il m'écrivit. J'ai chacun de tes dessins collés au mur de ma chambre. Je les regarde avant de dormir. Ils sont la dernière chose que je vois chaque nuit, et la première que je cherche chaque matin. Tu es le début et la fin de tous mes jours.
La tension entre nous devint insupportable. Chaque fois que j'allais à la boulangerie, et maintenant j'y allais presque quotidiennement avec n'importe quelle excuse, nos rencontres se chargeaient d'une électricité qui pouvait se couper au couteau. Nous nous frôlions, accidentellement, quand je payais. Nos conversations s'allongeaient, jusqu'à ce que d'autres clients attendent impatiemment. Nous regardions de façon qui faisait froncer les sourcils à sa mère avec suspicion. Mon fils n'a jamais été comme ça, j'entendis Doña Lucia commenter à une cliente un jour où je faisais semblant de choisir des biscuits. Il est distrait, souriant, il se passe quelque chose. Il est amoureux, répondit l'autre femme avec un rire. Sûrement une jolie fille qui lui a volé le cœur. Je vis comment Diego se raidit derrière le comptoir, comment ses mains serraient le chiffon avec lequel il nettoyait. La mâchoire se durcit, et quelque chose de sombre traversa son visage. Quand nos regards se croisèrent, je vis de la peur là, de la peur réelle. Ce soir-là, le billet était différent. Ma famille est traditionnelle. Mon père a des attentes. Il y a des choses sur moi qu'ils ne savent pas, qu'ils ne pourront peut-être jamais accepter. Parfois je pense qu'il serait plus facile de continuer à t'écrire depuis l'ombre, où personne ne peut nous juger, où je peux être complètement moi sans conséquence. Mon cœur se brisa un peu en lisant cela. Je comprenais sa peur parce que je l'avais vécu aussi. Ma propre famille avait mis des années à accepter qui j'étais, et même ainsi, il y avait des blessures qui n'avaient jamais complètement guéri. Mon père présentait encore mes petits amis comme des amis. Lors des réunions familiales, ma mère faisait des commentaires passifs-agressifs sur s'établir avec quelqu'un d'approprié. J'avais fui cela en venant ici, mais Diego était piégé au centre de tout. Je lui écrivis en retour. Je ne veux pas que tu sois autre chose que toi-même. Et si cela signifie que nous devons être patients, j'attendrai. Mais ne me demande pas d'arrêter de te désirer, car cela est au-delà de mon contrôle. La réponse arriva le lendemain. Viens à la boulangerie ce soir, après la fermeture, à 9h. J'ai besoin de te voir seul. Mon cœur battit si fort toute la journée que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Je travaillais sur mes illustrations sans vraiment voir ce que je faisais, mangeais sans goûter la nourriture, pris 3 douches et changé de vêtements 3 fois, avant de me décider pour un jean sombre et une chemise en lin blanc. Je mis le collier en argent que ma grand-mère m'avait donné, celui qui disait qu'il me protégerait, bien que je ne sache pas de quoi j'avais besoin de protection. De Diego, de moi-même, de la possibilité de m'éprendre si profondément qu'il n'y ait pas de retour. Je marchais dans les rues pavées de San Miguel tandis que le crépuscule peignait tout en orange et rose. Les touristes remplissèrent les places, les cloches de la paroisse sonnaient l'Angélus. L'air sentait le jacaranda et la nourriture de rue. Mais je ne pouvais penser qu'à arriver à cette porte, à voir ces yeux sombres sans la barrière du comptoir entre nous. La boulangerie était fermée quand j'arrivais, les lumières éteintes sauf un éclat tamisé venant de l'arrière. Je frappais doucement à la porte vitrée. Un moment, rien ne se passa, et la panique commença à monter dans ma gorge. Peut-être avait-il changé d'avis, peut-être c'était trop risqué, peut-être j'avais mal interprété tout. Puis la porte s'ouvrit, et là était Diego, sans le tablier, sans la chemise d'uniforme. Il portait un simple t-shirt noir qui moulait son torse d'une façon qui devrait être illégale, un jean sombre, les cheveux encore humides comme s'il venait de se doucher. Il sentait le savon et ce mélange enivrant d'épices qui l'entourait toujours. « Entre », dit-il, sa voix rauque, et il s'écarta pour me laisser passer. L'intérieur de la boulangerie était différent la nuit. Les vitrines vides, les paniers rangés, seulement l'arôme persistant du pain de la journée imprégnant chaque coin. Diego ferma la porte derrière moi et mit le verrou. Le son résonna dans le silence comme une promesse ou une sentence. « Viens !» Il me guida vers l'arrière, à travers la cuisine industrielle pleine de fours et de tables en acier inoxydable, jusqu'à un petit bureau qui était clairement son espace privé. Quand il alluma la lumière, je restais sans souffle. Les murs étaient couverts de mes dessins, chacun d'eux encadré ou collé avec soin, créant un mosaïque de tout ce que je lui avais laissé pendant ces semaines. Mais il y avait plus. Des carnets empilés sur le bureau, page après page, de ce qui semblait être de la poésie écrite à la main. « C'est moi », dit Diego, sa voix tremblant légèrement. « C'est ce que personne ne voit. Mon père pense que je passe les nuits à vérifier les comptes et les commandes, mais en réalité j'écris. J'écris depuis que j'ai 14 ans. Poèmes, pensées, tout ce que je ne peux pas dire à voix haute. Je m'approchais des carnets avec révérence, passant mes doigts sur les pages usées. Sa calligraphie parfaite remplissait chaque ligne, sans espace gaspillé. Mots sur la lune, sur le pain, sur la solitude, sur le désir. « Puis-je » demandai-je, signalant l'un des carnets. Il hocha la tête,
se mordant la lèvre inférieure dans un geste nerveux qui me parut adorable. J'en ouvris un au hasard et lus. Il vient acheter des conchas chaque samedi depuis 6 mois. 6 mois où je mémorise chaque détail. Comment ses doigts touchent le verre de la vitrine quand il pointe ce qu'il veut. Comment il sourit quand il goûte la première bouchée. Comment ses yeux s'illuminent quand il parle de ses dessins. 6 mois à l'aimer en silence. 6 mois sans le courage de dire son nom à voix haute. La date en haut de la page était d'il y a exactement 6 mois et demi. Avant que je déménage même dans le quartier. Avant les billets. Avant tout. Diego, murmurai-je me tournant vers lui. Tu as été amoureux de toi depuis le début, termina-t-il, et il y avait une telle vulnérabilité dans sa voix qu'elle me brisa. Depuis la première fois que tu es entré dans cette boulangerie, avec ton sac rempli de cahiers, et ce regard perdu, comme si tu ne savais pas exactement où tu étais mais que tu aimais être perdu. Je t'ai vu et quelque chose dans ma poitrine s'est arrêté puis a recommencé. Différent, plus rapide, plus vivant. Je laissai tomber le carnet sur le bureau et fermai la distance entre nous. Cette fois, il n'y avait pas de porte, pas d'urgence de l'aube, pas de peur d'être interrompu. Seulement nous deux dans cet espace petit qui sentait lui, entouré de mots et de dessins, de moi de désirs contenus. Alors arrête d'écrire sur moi, dis-je, mes mains trouvant sa taille, sentant comment son corps se tendait sous mon toucher, et embrasse-moi de nouveau. Il n'eut pas besoin de plus d'invitation. Ses lèvres trouvèrent les miennes avec une douceur qui contrastait avec le baiser affamé de l'aube. Cette fois, ce fut lent, exploratoire, comme si nous avions tout le temps du monde. Ses mains encadrèrent mon visage avec tendresse, ses pouces caressant mes joues tandis que sa langue glissait contre la mienne dans un rythme qui me fit trembler. Nous reculâmes jusqu'à ce que mon dos touche le bureau. Il se pressa contre moi et je pus sentir chaque muscle de son corps, chaque battement de son cœur accéléré qui faisait écho au mien. Mes mains explorèrent son dos, sentant la force contenue là, montant jusqu'à s'emmêler dans ses cheveux. « Matteo » gémit-il mon nom contre mes lèvres, et le son vibra à travers tout mon corps, m'allumant de façon que je ne savais pas possible. « Dis-le encore » le suppliai-je, mordillant doucement sa lèvre inférieure. « Matteo » répéta-t-il, sa voix plus profonde, plus sombre. « Matteo, Matteo, Matteo » Mon nom dans sa bouche était une bénédiction et une malédiction. Il m'embrassa le cou, trouvant ce point sensible juste sous mon oreille, qui me fit haleter. Ses dents raclèrent ma peau doucement avant que sa langue calme l'ardeur. Je marquai contre lui, mes hanches se pressant contre les siennes, sentant son excitation évidente. « J'ai attendu si longtemps pour cela » murmura-t-il contre ma peau, ses mains glissant sous ma chemise, les paumes rugueuses et chaudes contre mon abdomen. Des nuits entières à imaginer comment tu serais, comment tu saurais, comment tu sonnerais. Et, parvins-je à demander entre halètements tandis que ses doigts tracèrent des motifs sur ma poitrine. Comment suis-je? Il s'écarta suffisamment pour me regarder, ses yeux presque noirs de désir. Mieux, tu es infiniment mieux que tout ce que je pouvais imaginer. Je l'embrassai de nouveau plus fort cette fois, versant dans ce baiser tout ce que je ne pouvais exprimer avec des mots, tout le désir, toute la solitude que j'avais ressentie avant de le connaître, toute la gratitude pour ces moments volés où nous pouvions être nous-mêmes sans masque. Ses mains explorèrent mon corps avec révérence, mémorisant chaque courbe, chaque réaction. Quand ses doigts effleurèrent mes tétons à travers le tissu fin de ma chemise, je lâchai un gémissement qui le fit sourire contre mes lèvres. « J'aime ce son », murmura-t-il. « Je veux entendre tous les sons que tu peux faire. » Je répondis en déboutonnant les premiers boutons de ma chemise. Guidant ses mains vers ma peau nue, il inspira brusquement quand ses paumes touchèrent directement ma poitrine. Ses doigts explorant avec fascination chaque centimètre. « Tu es beau », murmura-t-il. « Comme une de tes illustrations. Ligne parfaite. Ton doré. Absolument parfait. »« Je ne suis pas parfait, » répondis-je. Mais il secoua la tête. « Pour moi, tu l'es. Pour moi, tu es exactement ce que tu devrais être. » Nous nous perdîmes dans des baisers et des caresses, dans la découverte de comment nous nous ajustions, comment nous respirions ensemble, comment nos corps communiquaient dans un langage plus ancien que les mots. Le temps cessa d'exister. Seuls nous importions, cet espace petit devenu notre univers privé. Quand nous nous séparâmes enfin, tous deux haletants, appuyés l'un contre l'autre, je sus qu'une chose avait changé irrévocablement. Nous n'étions plus deux étrangers échangeant des notes secrètes. Nous étions deux hommes qui avaient franchi une ligne sans retour. « Je dois te le dire », dit Diego soudainement, son front appuyé contre le mien. « Il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi, sur mon passé. » Je me tendis légèrement, mais gardai mes mains sur son dos, le gardant prêt. « Tu peux me dire ce que tu veux. » Il respira profondément.
Il y a 5 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Un touriste américain venu pour le festival de musique. Nous sommes tombés amoureux, ou du moins je le pensais. Il disait qu'il reviendrait, que nous trouverions un moyen d'être ensemble. Nous avons fait des plans, j'ai presque dit à ma famille. J'ai presque changé toute ma vie pour lui. Sa voix se brisa légèrement. Il n'est jamais revenu. Pas même un appel, pas un message. Seulement le silence. Et je suis resté ici, le cœur brisé, et le secret intact parce que je n'ai pas osé risquer tout pour quelqu'un qui clairement ne valait pas la peine. Je pris son visage entre mes mains, le forçant à me regarder. Je ne suis pas lui. Je sais, dit-il rapidement. Je sais, mais j'ai peur. J'ai peur de m'ouvrir de nouveau, de croire que cela peut être réel, que tu ne disparaîtras pas aussi. Je ne vais nulle part, promis-je, et à ce moment je le croyais complètement. Mais l'univers a des façons cruelles de tester nos promesses. 2 jours plus tard, arriva l'email qui changerait tout. Une maison d'édition à Barcelone, l'une des plus prestigieuses d'Espagne, avait vu mon travail en ligne. Ils voulaient m'embaucher comme illustrateur principal pour une nouvelle série de livres pour enfants. C'était un contrat de 2 ans, bien payé, avec l'opportunité de faire exactement le type de travail dont j'avais toujours rêvé. Un type d'opportunité qui arrive une fois dans la vie. Mais cela signifiait déménager en Espagne. Cela signifiait quitter San Miguel. Cela signifiait quitter Diego juste quand nous venions de nous trouver. Je lus l'email 3 fois, sentant mon estomac se tordre avec chaque mot. J'avais 2 semaines pour décider. 2 semaines pour choisir entre l'avenir professionnel que j'avais toujours voulu et l'homme qui avait commencé à remplir des espaces dans mon cœur que je ne savais pas vides. Je ne lui dis pas immédiatement. Je ne pouvais pas. Pas quand chaque matin apportait un nouveau billet plein de mots d'amour. Pas quand chaque nuit nous nous rencontrions en lieu secret, nous embrassant jusqu'à perdre le souffle, construisant quelque chose de fragile et précieux. Mais le secret me pesait, et les jours passaient inexorablement, m'approchant d'une décision que je ne savais pas comment prendre. La culpabilité me rongeait de l'intérieur comme de l'acide. Chaque fois que je voyais Diego, chaque fois que je lisais ses billets pleins d'espoir et de plans futurs, je sentais que je le trahissais en ne lui disant pas sur Barcelone. Mais je ne pouvais pas trouver les mots. Comment dis-tu à quelqu'un que tu commences à peine à aimer que tu pourrais devoir le quitter? Les billets continuaient à arriver, chacun plus intime que le précédent. La nuit dernière, j'ai rêvé que je me réveillais avec toi à mes côtés, disait l'un, ta tête sur ma poitrine, ta respiration calme, la lumière du matin dessinant des motifs dorés sur ta peau. Je me suis réveillé te cherchant et j'ai trouvé seulement le vide. Mais un jour, bientôt, ce rêve sera réel. Je gardais chaque mot dans ma boîte en bois peinte. Mais maintenant, chaque billet me faisait mal. Nous en étions à 163. 163 promesses sur papier que je ne pourrais peut-être pas tenir. Je commençais à travailler plus intensément sur mon projet secret. Paroles de pain. Chaque illustration était une réponse visuelle à l'un de ces billets. Aquarelles douces d'aube, encres expressives de mains pétrissant le pain, portraits abstraits qui capturaient l'essence de Diego sans montrer directement son visage. C'était ma façon de traiter ce que je ressentais, de donner une forme tangible à cette chose impossible et belle qui grandissait entre nous. Un après-midi, tandis que je travaillais sur une illustration particulièrement émotive, mon téléphone sonna. C'était ma sœur cadette, Sofia, la seule personne de ma famille avec qui je maintenais un contact régulier. « Mathéo, ça va ?» demanda-t-elle sans préambule. « Maman m'a dit que tu as refusé son invitation au mariage du cousin Javier. Elle est fâchée. » Je soupirais, me frottant les yeux fatigués. « J'ai beaucoup de travail, Sophie. Et tu sais comment sont ces réunions familiales? Papa me présentant comme le fils qui vit en province, maman me demandant quand je vais me ranger avec une bonne fille. Je sais. » Sa voix s'adoucit. « Mais tu me manques. Et je voulais aussi te demander quelque chose. Y a-t-il quelqu'un de spécial là-bas? Tu sembles différent, plus heureux. » Ma gorge se serra. Sofia avait toujours été perceptive. Peut-être, admis-je. C'est compliqué. L'amour est toujours compliqué, frère. Mais il en vaut la peine. Ne fuis pas quelque chose de bon juste parce que ça fait peur. Ces mots résonnèrent dans ma tête longtemps après que nous eûmes raccroché. Fuyais-je? Était Barcelone une opportunité réelle? Ou était-ce mon pattern habituel d'échapper quand les choses devenaient trop réelles, trop significatives? Ce soir-là, Diego et moi nous rencontrâmes dans le jardin botanique après la fermeture. Il avait une clé parce que son oncle était le gardien nocturne. Nous marchâmes parmi les plantes natives sous la lumière de la lune, nos mains entrelacées, et pour la première fois en jour je sentis quelque chose comme la paix. Ma sœur m'a appelé aujourd'hui, lui racontai-je, assis sur un banc de pierre près de la fontaine centrale. Elle m'a demandé s'il y avait quelqu'un de spécial dans ma vie. Diego se tendit légèrement à mes côtés.
Et qu'as-tu dit? Que peut-être, répondis-je me tournant pour le regarder. Ses yeux brillaient dans la pénombre, reflétant la lumière de la lune. Mais je voulais lui dire oui, qu'il y a un homme qui écrit de la poésie sur des serviettes, qui sent la cannelle, et les possibilités qui me fait vouloir rester dans un endroit pour la première fois en années. Son sourire fut lent, transformant son visage. Tu veux rester? Je veux être où tu es, dis-je. Et c'était vrai, complètement vrai. Mais, répéta-t-il, et le sourire s'estompa. Il y a toujours un mais. Pas comme ça, me hâtai-je de dire. C'est juste que ma vie est compliquée. Ma famille, mon travail, tout est toujours en flux. Je n'ai pas de stabilité à t'offrir, Diego. Je ne sais pas si je peux te promettre le type de futur que tu mérites. Il prit mon visage entre ses mains qui connaissaient la patience de pétrir le pain pendant des heures. Je ne te demande pas de promesses impossibles. Je te demande seulement d'être ici, maintenant, avec moi. Le reste, nous le résoudrons quand il arrivera. Je l'embrassai alors, versant dans ce baiser toute mon angoisse et mon amour et ma peur. Il répondit avec une intensité égale, me couche sur le banc, son corps couvrant le mien, son poids sur moi me faisant sentir ancré, réel, présent. Mais le mensonge, par omission, était toujours là, une ombre entre nous qui grandissait avec chaque jour qui passait. Le festival d'art de San Miguel approchait rapidement. Les affiches apparaissaient partout dans la ville, annonçant des expositions, des ateliers, des présentations, et mon nom était sur la liste des artistes émergents invités à exposer. J'avais envoyé ma candidature des mois auparavant, quand j'arrivais tout juste en ville, jamais pensant que j'aurais été accepté. La curatrice du festival, une femme élégante nommée Gabriela Ramos, me contacta pour discuter des œuvres que je présenterais. Nous nous réunîmes dans un café près de la paroisse, et tandis que nous passions en revue mon portfolio digital, ses yeux s'illuminèrent en voyant les illustrations de Paroles de pain. « Ceci, dit-elle, pointant l'écran, c'est cela que tu dois exposer. Cela a de l'émotion, de l'âme. Cela raconte une histoire sans mots et avec des mots en même temps. C'est parfait. » Mon estomac se tordit. Je ne sais pas si je peux. C'est très personnel. Le meilleur art l'est toujours, répondit-elle. Réfléchis-y, Matteo. Tu as une semaine pour décider quelles œuvres tu présenteras. Mais je te dis, comme quelqu'un qui a sélectionné de l'art pendant 20 ans, cela serait le point culminant de toute l'exposition des artistes émergents. Je sortis de cette réunion me sentant étourdi. Exposer « Paroles de pain » signifiait rendre public ce qu'il y avait entre Diego et moi. Cela signifiait que tout San Miguel verrait ces mots, ma réponse visuelle à eux, l'histoire d'amour que nous avions construite en secret. Étais-je prêt pour cela? Diego l'était-il? Ce soir-là, je ne pus dormir. Je tournais dans le lit, regardant le plafond, pensant à Barcelone, au festival, à Diego, à toutes les décisions qui s'accumulaient comme des nuages d'orage sur ma tête. À 4 heures du matin, j'entendis le son familier du moteur du camion de la boulangerie s'arrêtant devant ma porte. Diego n'arrivait jamais si tôt. Quelque chose n'allait pas. Je me levai d'un bond et ouvris la porte avant qu'il ne puisse frapper. Là il était, encore avec le tablier couvert de farine, les cheveux ébouriffés, les yeux rouges comme s'il avait pleuré. « Diego, que s'est-il passé ?» Il entra sans un mot, fermant la porte derrière lui. Puis il s'effondra sur mon canapé, couvrant son visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Je m'agenouillai devant lui, prenant ses poignets doucement pour écarter ses mains. « Parle-moi, s'il te plaît. » Mon père, sa voix sortit brisée. Ce soir, il fouillait dans mon bureau à la recherche des factures du mois et il a trouvé mes carnets. Il a lu les poèmes, ceux que j'ai écrits sur toi. Mon cœur s'arrêta. Qu'a-t-il dit? Il m'a demandé si c'était vrai, si j'étais amoureux d'un homme. Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant. Je n'ai pas pu lui mentir, Matteo. Après toutes ces années à me cacher, je n'ai plus pu continuer à mentir. Alors je lui ai dit. Je lui ai dit que oui, que je suis amoureux de toi, que je t'écris depuis des mois, que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée en année. « Diego !» murmurai-je, mon propre cœur se brisant pour lui. Il m'a dit de sortir de sa maison, continua-t-il, sa voix à peine un murmure, qu'il ne pouvait pas avoir un fils comme ça, que c'était une honte pour la famille, pour l'entreprise. Ma mère a pleuré, ma sœur a essayé de me défendre, mais il n'a pas écouté. J'ai fait une valise et je suis parti. Je ne sais pas où aller d'autre, alors je suis venu ici. Je l'enveloppais dans mes bras, le tenant tandis qu'il sanglotait contre mon épaule. Tout son corps tremblait de la force de son pleur, des années de secrets et de douleurs se déversant enfin. « Tu restes ici, » dis-je fermement, « tout le temps qu'il faut. Tu n'es pas seul, Diego. Je ne te laisserai pas seul. » Et tandis que je le tenais, tandis que je sentais ses larmes mouiller mon t-shirt,
Tandis que je caressais ses cheveux et murmurais des promesses que tout irait bien, je sus que je ne pouvais pas aller à Barcelone. Je ne pouvais pas le laisser. Pas maintenant. Pas quand il avait plus besoin de moi que jamais. La décision se prit d'elle-même à ce moment, dans l'obscurité avant l'aube avec l'homme que j'aimais briser dans mes bras. Les jours suivants furent difficiles. Diego resta avec moi, dormant dans mon lit tandis que je prenais le canapé, bien que la plupart des nuits nous finissions enlacés, cherchant du réconfort dans la proximité de l'autre. Il continuait à travailler à la boulangerie, arrivant à 3 heures du matin comme toujours, mais maintenant son père ne lui adressait pas la parole, seulement des ordres brefs, et évitant son regard. Je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter cela, me confia-t-il une nuit, couchés ensemble dans mon petit lit, sa tête sur ma poitrine. C'est ma famille, Matteo. Je les aime, mais je t'aime aussi, et je ne sais pas comment choisir. Tu ne devrais pas avoir à choisir, répondis-je, embrassant son front. Il devrait t'aimer inconditionnellement, tel que tu es. Le monde ne fonctionne pas comme ça, dit-il avec tristesse. Pas ici, pas dans cette famille. Sa douleur était la mienne. Chaque larme qu'il versait, chaque moment où je le voyais lutter avec la culpabilité et le rejet, se plantait dans mon cœur comme des épines. Je voulais arranger cela. Je voulais que tout redevienne bien, mais je ne savais pas comment. Puis je reçus une visite inattendue. Doña Lucia, la mère de Diego, frappa à ma porte un après-midi où je travaillais. Elle avait les yeux gonflés, les mains tordant un mouchoir. « Puis-je entrer » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je la laissai entrer, lui offrant de l'eau, nerveux de ce qu'elle pourrait dire. Elle s'assit sur le bord du canapé, regardant autour du petit studio que son fils appelait maintenant maison temporaire. « Va-t-il bien » demanda-t-elle enfin. « Diego va-t-il bien ?»« Physiquement, oui, » répondis-je honnêtement. « Émotionnellement, il lutte. » Elle hocha la tête, les larmes menaçant de couler. « Mon mari est un homme traditionnel, têtu. Il vient d'une génération différente, d'idées différentes. Mais c'est mon fils, Matteo. C'est mon fils et je l'aime peu importe quoi. Le lui avez-vous dit ? Je n'ai pas pu, admit-elle. Ernesto ne me laisse pas. Il dit que si je soutiens cela, si j'accepte cela, je trahis nos valeurs, notre famille. Mais j'ai vu Diego toute sa vie. J'ai vu comment il s'éteignait peu à peu, comment il a arrêté de sourire, comment il se cachait. Et ces dernières semaines, depuis qu'il te connaît, je l'ai vu vivant de nouveau. Heureux. Je ne peux pas ignorer cela. Je m'approchai d'elle, prenant ses mains entre les miennes. Diego a besoin de savoir qu'il n'est pas seul, que sa mère l'aime. Viendra-t-il à la maison ? Demanda-t-elle avec espoir. Je ne pense pas qu'il puisse, pas tant que son père le rejette. Mais vous pouvez venir ici. Vous pouvez construire un pont même si son mari ne veut pas. Elle, Théo, je les aime, mais je t'aime aussi, et je ne sais pas comment choisir. Tu ne devrais pas avoir à choisir, répondis-je, embrassant son front. Il devrait t'aimer inconditionnellement, tel que tu es. Le monde ne fonctionne pas comme ça, dit-il avec tristesse. Pas ici, pas dans cette famille. Sa douleur était la mienne. Chaque larme qu'il versait, chaque moment où je le voyais lutter avec la culpabilité et le rejet, se plantait dans mon cœur comme des épines. Je voulais arranger cela. Je voulais que tout redevienne bien, mais je ne savais pas comment. Puis je reçus une visite inattendue. Doña Lucia, la mère de Diego, frappa à ma porte un après-midi où je travaillais. Elle avait les yeux gonflés, les mains tordant un mouchoir. « Puis-je entrer » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je la laissai entrer, lui offrant de l'eau, nerveux de ce qu'elle pourrait dire. Elle s'assit sur le bord du canapé, regardant autour du petit studio que son fils appelait maintenant maison temporaire. « Va-t-il bien » demanda-t-elle enfin. « Diego va-t-il bien ?»« Physiquement, oui, » répondis-je honnêtement. « Émotionnellement, il lutte. » Elle hocha la tête, les larmes menaçant de couler. « Mon mari est un homme traditionnel, têtu. Il vient d'une génération différente, d'idées différentes. Mais c'est mon fils, Matteo. C'est mon fils et je l'aime peu importe quoi. Le lui avez-vous dit ? Je n'ai pas pu, admit-elle. Ernesto ne me laisse pas. Il dit que si je soutiens cela, si j'accepte cela, je trahis nos valeurs, notre famille. Mais j'ai vu Diego toute sa vie. J'ai vu comment il s'éteignait peu à peu, comment il a arrêté de sourire, comment il se cachait. Et ces dernières semaines, depuis qu'il te connaît, je l'ai vu vivant de nouveau. Heureux. Je ne peux pas ignorer cela. Je m'approchai d'elle, prenant ses mains entre les miennes. Diego a besoin de savoir qu'il n'est pas seul, que sa mère l'aime. Viendra-t-il à la maison ? Demanda-t-elle avec espoir. Je ne pense pas qu'il puisse, pas tant que son père le rejette. Mais vous pouvez venir ici. Vous pouvez construire un pont même si son mari ne veut pas. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Tu as raison.
Et je veux que tu saches quelque chose de plus. J'ai vu les poèmes qu'il a écrits. Je les ai tous lus avant qu'Ernesto ne les range. Ils sont beaux, Matteo. Mon fils a une âme de poète que je n'ai jamais connue parce qu'il sentait qu'il devait la cacher. Ne le laisse pas arrêter d'écrire. Ne le laisse pas perdre cette partie de lui-même. Après qu'elle fut partie, je m'assis devant mes illustrations de Paroles de pain, les regardant avec de nouveaux yeux. Ce n'était pas seulement notre histoire, c'était une histoire sur le courage d'être soi-même, sur l'amour qui défie les attentes, sur trouver la lumière au milieu de l'obscurité. Je pris mon téléphone et appelai Gabriela Ramos. Je veux exposer Paroles de pain au festival, lui dis-je. Toute la série, avec les billets originaux si possible. Je veux que les gens voient cette histoire, qu'ils comprennent ce que signifie aimer contre toutes les probabilités. Es-tu sûr? Demanda-t-elle. Ce sera très public, très personnel. Je suis sûr, répondis-je, et je l'étais. C'est important, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se cachent, qui ont peur d'être vus. Quand Diego arriva ce soir-là, je lui racontai ma décision. J'attendais de la peur, peut-être de la résistance. Au lieu de cela, ses yeux se remplirent de larmes de nouveau. Mais cette fois, elles étaient différentes. Tu ferais cela? Murmura-t-il. Tu montrerais notre amour au monde comme ça? Je ne veux plus nous cacher, dis-je, prenant ses mains. Tu as été courageux en écrivant ces billets, en confessant à ton père qui tu es. Maintenant c'est mon tour d'être courageux. Je veux que tout le monde voie à quel point c'est beau, à quel point tu es beau. Il m'embrassa alors, un baiser salé par les larmes mais aussi doux d'espoir. Et pour la première fois en jour, je sentis que peut-être, seulement peut-être, nous pourrions survivre cela ensemble. La préparation pour le festival devint mon obsession. Je travaillais jour et nuit à perfectionner les illustrations, sélectionnant les billets qui accompagneraient chaque pièce, décidant comment monter l'exposition pour qu'elle raconte notre histoire de la façon la plus authentique possible. Diego m'aidait quand il pouvait, bien que les tensions à la boulangerie rendaient ses jours épuisants. Sa mère venait nous voir tous les quelques jours, apportant de la nourriture maison et de l'amour maternel dont Diego avait désespérément besoin. Elle et moi développâmes une amitié inattendue, cette femme traditionnelle qui apprenait à élargir son cœur au-delà de ce qu'on lui avait enseigné. « Ma sœur veut te connaître », me dit Diego un après-midi tandis que je travaillais sur la dernière illustration de la série. Elle s'appelait Paulina, avait 23 ans et étudiait le droit à Querétaro. Elle vient ce week-end. Elle est furieuse contre papa pour la façon dont il m'a traité. « J'aimerais beaucoup la connaître », répondis-je, bien que la nervosité me serrait l'estomac. Rencontrer la famille, même la partie qui nous soutenait, rendait tout cela plus réel, plus permanent. Paulina s'avéra être une version féminine de Diego, avec les mêmes yeux sombres et le même sourire qui créait des fossettes. Elle m'embrassa dès que nous fûmes présentés, comme si nous étions déjà famille. « Merci », me dit-elle à l'oreille, « d'avoir rendu mon frère heureux, de l'avoir aidé à être lui-même. » Nous trois passâmes la journée ensemble, marchant dans San Miguel, mangeant une glace dans le jardin principal, parlant de tout et de rien. Voir Diego avec sa sœur me montra un côté de lui que je ne connaissais pas, plus détendu, taquin, libre. Je réalisais à quel point il avait perdu en s'éloignant de sa famille, et aussi à quel point il gagnait en osant enfin être authentique. « Papa va venir au festival », lâcha Paulina soudainement tandis que nous prenions un café en terrasse. Il ne le sait pas encore, mais je vais le traîner même si je dois le porter. Il a besoin de voir cela, il a besoin de comprendre ce qu'il perd par son entêtement. Diego pâlit. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, s'il voit l'exposition, s'il voit nos billets exposés comme ça. Précisément pour cela il doit le voir, insista sa sœur avec férocité, parce qu'il a passé toute ta vie sans vraiment te voir, sans savoir qui tu es vraiment. Et peut-être, seulement peut-être, s'il voit à quel point c'est beau ce que vous avez, s'il voit combien Matteo t'aime, il pourra commencer à comprendre. Je n'étais pas sûr que cela fonctionne comme ça. Le Seigneur Morales m'avait laissé clair avec son silence et ses regards durs qu'il me blâmait de corrompre son fils, de le sortir du chemin qu'il avait tracé. Mais je savais aussi que Paulina avait raison. Si nous voulions une chance de guérison, il devait y avoir confrontation d'abord. Les jours précédant le festival s'accélérèrent vertigineusement. Gabriela et son équipe montèrent mon exposition dans une galerie petite mais élégante près du centre historique. Voir mes illustrations accrochées au mur blanc, éclairées professionnellement, avec les billets de Diego encadrés à côté de chacune, me coupa le souffle. C'était beau, c'était vulnérable, c'était terrifiant. C'est parfait, dit Diego debout à mes côtés la nuit avant l'inauguration, regardant notre histoire déployée sur les murs. Tu as capturé tout, chaque émotion, chaque moment,
chaque mot que j'ai écrit avec des mains tremblantes. Je pris sa main, entremêlant nos doigts. C'est notre histoire, et demain tout San Miguel la connaîtra. As-tu peur? Demanda-t-il. J'ai terrifié, admis-je. Mais je suis aussi fier, de nous, de cela, d'avoir trouvé quelque chose de réel au milieu de tant de peur. Il m'embrassa la même, au milieu de la galerie vide, sous la lumière douce qui illuminait notre amour fêtard. Ce fut un baiser lent, profond, une promesse silencieuse que peu importe ce qui se passerait demain, nous serions ensemble. La nuit de l'inauguration arriva comme une tempête inévitable. La galerie se remplit rapidement de gens, amateurs d'art, touristes, locaux curieux attirés par la publicité du festival. Je portais une chemise blanche impeccable et un pantalon noir, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais. Diego était à mes côtés, tout aussi nerveux, avec un pull bleu marine qui faisait ressortir ses yeux. Les gens se déplaçaient entre les illustrations, lisant les billets, connectant les points de notre histoire. J'entendis des murmures d'admiration, vis des sourires émus, remarquai quelques larmes dans les yeux de spectateurs qui se voyaient reflétés dans notre récit. « C'est si romantique !» entendis-je une femme âgée dire à son mari. « Regarde comment il lui écrivait chaque matin. Quelle patience, quelle dévotion !» « L'art est exquis », commentait un critique local, prenant des notes dans son carnet. La façon dont il capture l'essence de chaque message sans être littéral, utilisant couleurs et formes pour transmettre l'émotion. Cet artiste a un avenir brillant. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Diego serra ma main, m'ancrant, me rappelant de respirer. Puis je la vis. Doña Lucia entra dans la galerie avec Paulina, et derrière elle, traînant les pieds avec une résistance évidente, venait Don Ernesto Morales. Diego se tendit complètement à mes côtés. « Je ne peux pas », murmura-t-il. « Matteo, je ne peux pas l'affronter ici. Pas maintenant. »« Si tu peux, » dis-je doucement, bien que ma propre peur menaçait de me paralyser. « Il est venu. Cela signifie quelque chose. Laisse-le voir. » Le Seigneur Morales se voyait exactement comme je l'imaginais des descriptions de Diego. Un homme robuste d'environ 60 ans, avec moustache grise et expression sévère. Il portait sa meilleure guayabera, clairement mal à l'aise dans cet environnement artistique qui lui était étranger. Ses yeux parcoururent la galerie jusqu'à ce qu'il nous trouve. Diego et moi debout ensemble, mains enlacées. Sa mâchoire se durcit. Paulina le poussa doucement vers la première illustration, lui parlant à voix basse. Doña Lucia nous regarda avec des yeux suppliants, comme demandant de la patience. Nous restâmes où nous étions, observant tandis que Don Ernesto commençait à parcourir l'exposition. Je le vis lire le premier billet, celui qui disait « L'aube sans les nouvelles possibilités ». Il vit l'illustration qui l'accompagnait, une aquarelle d'un ciel rosé au-dessus des toits de San Miguel, avec des mains tenant une tasse de café fumante. Il passa au suivant et au suivant, son expression impossible à lire. Quand il arriva au billet qui disait « Cela fait 6 mois que je t'observe de loin, 6 mois que j'écris ce que je n'ose pas dire », il s'arrêta. Il lut les mots 2 fois, 3 fois. Regarda l'illustration correspondante, un portrait abstrait d'yeux couleur miel regardant vers un espace vide, plein de mots flottants. « Ce sont les yeux de Matteo », entendis-je Paulina lui expliquer doucement. Diego les a mémorisés, chaque ton, chaque reflet. Voilà dévotion dans chaque trait. Don Ernesto ne répondit pas, mais quelque chose dans sa posture changea légèrement. Il continua l'exposition, lisant chaque mot que son fils avait écrit avec l'âme nue, voyant comment j'avais transformé ces mots en art. Quand il arriva au billet qui disait « Mon père pense que je passe les nuits à vérifier les comptes, mais en réalité j'écris. Poème sur la lune, sur le pain, sur tout ce que je ne peux pas dire à voix haute. » Il resta immobile longtemps. « Je ne savais pas, » l'entendis-je murmurer. « Je ne savais pas qu'il écrivait comme ça. »« Tu ne lui as jamais demandé ?» répondit Paulina avec gentillesse mais fermeté. « Tu ne lui as jamais donné d'espace pour montrer qui il était vraiment. » Il arriva enfin à la dernière pièce de l'exposition, la plus grande, la plus émotive. C'était une illustration double, 2 panneaux qui se reflétaient l'un l'autre. Sur l'un, Diego pétrissait le pain dans l'obscurité de l'aube, son visage illuminé seulement par le four, des larmes sur ses joues. Sur l'autre, j'étais assis devant une fenêtre à l'aube, lisant l'un de ses billets, mon expression, reflétant le même mélange de désir et d'espoir. Le billet qui accompagnait cette pièce était le plus récent, écrit seulement des jours auparavant. Mon père m'a dit de sortir de sa maison, que c'était une honte, mais tant que je t'ai toi, tant que j'ai ton amour, je ne suis pas perdu. Pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui je suis, et je ne changerai pas cela, je ne changerai pas t'aimer pour rien au monde.
Don Ernesto lut ces mots avec des larmes dans les yeux. Finalement, il se tourna vers où nous étions Diego et moi, et marcha directement vers nous. La galerie sembla se taire, tous les présents conscients que quelque chose d'important allait se produire. Il s'arrêta devant son fils, ces deux hommes qui partageaient des traits physiques mais qui semblaient séparés par un abîme invisible. Diego tremblait à mes côtés, mais ne lâcha pas ma main. « Papa », dit Diego, sa voix se brisant. Don Ernesto ouvrit la bouche, la ferma, luttant visiblement avec des mots qu'il ne savait pas comment former. Finalement il dit « Je ne savais pas que tu écrivais comme ça. Je ne savais pas que tu avais ce don. Je ne te l'ai jamais montré, » répondit Diego. « J'avais peur que tu ne comprennes pas, que tu penses que c'était une perte de temps, qu'un homme ne devrait pas écrire sur des sentiments. Je suis un homme d'une autre époque, » dit son père lentement. « On m'a élevé avec des idées sur comment les choses devraient être, sur ce qui est correct. Et quand j'ai lu tes poèmes, quand j'ai vu qu'ils étaient sur lui, il me pointa sans me regarder directement. J'ai senti que j'avais échoué comme père, que je ne t'avais pas élevé correctement. » Diego inspira brusquement comme s'il avait reçu un coup. « Mais ce soir, » continua Don Ernesto, sa voix plus douce, « j'ai vu cela. J'ai vu ton âme dans ces mots. J'ai vu combien tu aimes. Et j'ai vu il me regarda enfin, t'aime en retour. Je le vois dans son art, dans la façon dont il a capturé chaque émotion que tu ressentais. Et je me suis rendu compte que peut-être le problème n'est pas que je t'ai élevé mal. Peut-être le problème est que je ne t'ai jamais vraiment connu. Je ne t'ai jamais donné l'opportunité de me montrer qui tu étais. »« Papa » sanglota Diego, des larmes coulant librement sur son visage. « Je ne sais pas si je peux comprendre tout cela, » admit son père. « Je ne sais pas si mes idées changeront du jour au lendemain. Mais tu es mon fils. Cela ne changera jamais. Et si cela, » il fit un geste englobant la galerie, « si cet amour te rend heureux, si cela te fait écrire des choses si belles, alors peut-être puis-je apprendre à l'accepter. Peut-être puis-je essayer de comprendre. » Diego lâcha ma main et se jeta vers son père, l'embrassant avec le désespoir de quelqu'un qui pensait avoir perdu sa famille pour toujours. Don Ernesto resta rigide un moment, avant d'envelopper son fils dans ses bras, son propre visage se contorsionnant d'émotions contenues. « Pardon », entendis-je Don Ernesto murmurer contre les cheveux de son fils. « Pardon de t'avoir fait sentir que tu devais te cacher. Pardon de ne pas avoir été le père dont tu avais besoin. » Doña Lucia rejoignit l'étreinte, pleurant ouvertement, et Paulina aussi, créant un cercle familial qui s'était brisé et qui maintenant commençait à guérir. Je restais en arrière, leur donnant de l'espace, ma propre gorge serrée par l'émotion. Gabriela apparut à mes côtés, touchant doucement mon épaule. « Ton art a fait cela, dit-elle. Ta vulnérabilité, ton courage de montrer cette histoire, a créé un espace pour que se produise cette guérison. » Je regardais les murs de la galerie, toute la gente observant notre histoire avec fascination et émotion, la famille de Diego s'embrassant et pleurant, et commençant le long processus de reconstruction, et je sus que j'avais pris la bonne décision. Barcelone pouvait attendre, ou peut-être ne viendrait-elle jamais, mais cela, ce moment, cette possibilité d'amour et d'acceptation et de famille, c'était ce qui importait vraiment. Diego se sépara enfin de sa famille, et revint à mes côtés, prenant ma main de nouveau, cette fois sans peur, sans honte, ses yeux rouges mais rayonnants. « Merci », me dit-il, « d'être si courageux, de m'aimer si publiquement, de m'avoir aidé à trouver ma voie. » Je l'embrassai là même, devant tout le monde, devant sa famille, devant tout San Miguel, et pour la première fois, je sentis que nous étions vraiment libres. Les jours après le festival furent comme se réveiller d'un long rêve anxieux, pour trouver que la réalité était mieux que ce que j'avais imaginé. L'exposition de Paroles de Pin devint la sensation du festival, avec des articles dans les journaux locaux et même une mention dans un magazine national d'art. Mais plus important que n'importe quelle reconnaissance professionnelle fut le changement qu'elle apporta à nos vies. Don Ernesto ne se transforma pas du jour au lendemain en le père parfait et acceptant. Il y avait des moments inconfortables, des silences tendus, des occasions où je voyais comment il luttait avec ses croyances enracinées. Mais il essayait. Il invita Diego à revenir à la maison bien que Diego décida de rester avec moi au studio, sentant que nous avions besoin de notre propre espace. Son père accepta cela sans se battre. « Viens dîner dimanche » dit-il à Diego un matin à la boulangerie, d'une voix rauque mais sincère, et puis, après une pause chargée, ajouta « Amène Matteo s'il veut venir ». Ce premier dîner fut tendu. Doña Lucia avait cuisiné assez de nourriture pour nourrir une petite armée, sa façon de montrer l'amour, quand les mots étaient difficiles. Paulina maintenait la conversation fluide,
remplissant les silences inconfortables avec des histoires de l'université. Don Ernesto me regardait avec prudence, comme s'il ne savait pas encore exactement quoi faire de moi, mais il fit l'effort de me demander sur mon travail, sur mes illustrations. « Diego m'a dit que tu as refusé un travail en Espagne », dit-il soudainement, au milieu du dîner. Je sentis Diego se tendre à mes côtés. Je ne lui avais pas dit à son père sur Barcelone, probablement craignant que Don Ernesto pense que je me sacrifiais pour son fils. « Oui », répondis-je simplement. « J'ai décidé de rester ici. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, son regard intense sur moi. Je regardais Diego, cet homme qui avait transformé ma vie avec des mots écrits sur des serviettes, qui avait eu le courage d'être authentique même quand cela lui coûtait tout, parce que j'ai trouvé quelque chose ici qui vaut plus que n'importe quelle opportunité professionnelle. J'ai trouvé un foyer. Don Ernesto hocha lentement la tête, et bien qu'il ne dise rien de plus, je vis quelque chose. Comme du respect traversait son visage. Les semaines devinrent des mois. Diego et moi trouvâmes notre rythme, apprenant à vivre ensemble dans ce petit studio qui de quelque manière semblait parfait pour nous. Il se levait à 3 heures du matin pour aller à la boulangerie, et j'avais appris à me réveiller avec lui, à préparer du café tandis qu'il se douchait, à voler des baisers somnolents dans l'obscurité avant qu'il ne sorte. Il me laissait encore des billets, bien que nous vivions ensemble maintenant. Je les trouvais dans des endroits inattendus, collés sur le miroir de la salle de bain, cachés entre les pages de mes carnets de dessin, pliés dans mon oreiller. « Bonjour, mon amour », disait l'un. « Merci de me choisir chaque jour », disait un autre. « Je rêve du moment où je pourrai rentrer à la maison avec toi », lisait un troisième. Je continuais à illustrer ces mots, mais maintenant j'illustrais aussi notre vie quotidienne. Diego préparant du café, Diego riant tandis qu'il essayait de m'apprendre à faire du pain, Diego endormi sur le canapé avec un livre de poésie sur la poitrine, Diego me regardant avec ses yeux qui me faisaient sentir comme la personne la plus importante de l'univers. Un après-midi, 3 mois après le festival, Diego rentra à la maison plus tôt que d'habitude. Je travaillais sur une commande, mais je laissais tout quand je vis son expression sérieuse. « Que s'est-il passé ?» demandai-je, la peur m'en serrant immédiatement la poitrine. Il s'assit sur le canapé, prenant mes mains entre les siennes. « J'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. » Mon esprit courut à travers des possibilités terribles. Son père avait-il changé d'avis? Avait-il rencontré quelqu'un d'autre? S'était-il lassé de moi? Mon père veut prendre sa retraite, dit-il enfin. Sa santé n'est pas la meilleure et les docteurs lui ont dit qu'il doit réduire son stress. Il veut que je prenne le contrôle de la boulangerie complètement. C'est bien, non? Dis-je avec prudence. C'est ce que tu as toujours voulu. Oui, mais, fit une pause, cherchant mes yeux. Il m'a aussi demandé si tu voudrais t'impliquer. Il dit que nous devons nous étendre, moderniser, peut-être ouvrir une 2e succursale, et il a pensé qu'avec ton œil pour le design, tes compétences artistiques, tu pourrais aider avec la marque, la présentation, faire de la boulangerie Morales quelque chose de plus qu'un business local. Je restais sans mots. Don Ernesto, l'homme qui des mois auparavant m'avait regardé avec mépris, m'offrait maintenant une place dans le business familial. Tu n'as pas à décider maintenant, se hâta-t-il de dire. Je sais que tu aimes ton travail freelance, tes illustrations. Je ne veux pas que tu te sentes pressé de... Oui, interrompis-je. Oui, je veux le faire. Ses yeux s'illuminèrent. Vraiment, vraiment, confirmai-je, un sourire grandissant sur mon visage. Je peux faire les deux. Je peux illustrer et aider à la boulangerie. Et Diego, cela signifie quelque chose de plus grand que juste des affaires. Ton père nous accepte, nous voit comme un couple, comme une équipe. Il nous donne sa bénédiction de la seule façon qu'il sait le faire. Diego m'embrassa alors, profond et lent, versant dans ce baiser toute sa gratitude et son amour et son soulagement. Quand nous nous séparâmes, nous sourions tous les deux comme des idiots. Il y a autre chose, dit-il, sa main allant à sa poche. Il sortit une petite boîte de velours bleu. Mon cœur s'arrêta de battre. Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il rapidement, voyant mon expression. Eh bien, peut-être que si, mais pas exactement. Laisse-moi juste expliquer. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait 2 anneaux simples en argent, avec des inscriptions à l'intérieur que je ne pouvais pas lire d'où j'étais. Je sais que nous ne pouvons pas nous marier légalement. Pas ici, pas encore, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. Mais je veux que tu saches que c'est réel pour moi. Tu es réel pour moi. Je veux que nous ayons des symboles de ce que nous sommes, de ce que nous signifions l'un pour l'autre. Ces anneaux, il sortit l'un me montrant l'inscription qui disait « Parole de pain », sont ma promesse que je te choisirai chaque jour, que je t'aimerai même quand ce sera difficile.
que nous construirons une vie ensemble, peu importe quels obstacles nous rencontrerons. Les larmes coulaient sur mon visage. « Diego, tu n'as pas à répondre maintenant, » dit-il. « Je veux juste que tu saches que quand je pense à mon futur, je ne te vois que toi. Je veux seulement être avec toi. » Je pris son visage entre mes mains, l'embrassant avec toute l'émotion qui me débordait. « Oui, » dis-je contre ses lèvres. « Oui à tout, aux anneaux, à la boulangerie, à construire une vie avec toi. Oui. » Il glissa l'anneau à mon doigt avec des mains tremblantes, et je fis de même avec le sien. Ils s'ajustaient parfaitement, comme s'ils avaient été faits spécifiquement pour nous. Et peut-être l'étaient-ils. Peut-être tout ce temps, depuis ce premier billet dans un sac de pain, nous avions bougé vers ce moment, vers cette promesse. Ce soir-là, nous fîmes l'amour lentement, explorant chaque centimètre de l'autre comme si c'était la première fois, bien que nous connaissions les corps de l'autre aussi bien que les nôtres d'ici là. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une profondeur nouvelle dans chaque caresse, chaque baiser. Nous étions marqués, réclamés, promis. « Je t'aime », murmura Diego contre ma peau, son corps se mouvant sur le mien avec un rythme qui me faisait perdre la raison. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, moi aussi je t'aime », haletai-je, marquant contre lui, mes doigts s'enfonçant dans son dos. Toujours, pour toujours. Quand nous atteignîmes le climax ensemble, nos noms se mélangeant dans l'air chargé de la chambre, je sus que j'avais trouvé mon foyer. Pas à San Miguel, pas dans ce petit studio avec des murs couverts d'art et de mots, mais dans cet homme, dans ses bras, dans son cœur, dans les mots qu'il m'écrivait chaque matin. Les mois suivants furent un tourbillon de changements. Je travaillais avec Diego pour redessiner l'image de la boulangerie Morales, créant un nouveau logo qui honorait la tradition mais avait une touche moderne. Je conçus l'emballage, les sacs, même les boîtes pour gâteaux. Chaque pièce portait de petites illustrations, fragments de l'histoire d'amour née entre ces murs. La deuxième succursale ouvrit 6 mois plus tard, dans une zone plus touristique de San Miguel. Elle était plus grande, plus élégante, avec un petit café adjacent où les gens pouvaient s'asseoir et profiter du pain frais. Au mur pendaient quelques-unes de mes illustrations de paroles de pain. Pas toutes, seulement les moins personnelles. C'était un rappel subtil que ce business familial avait été transformé par l'amour. Don Ernesto me surprit à l'inauguration. Il s'approcha tandis que je supervisais les derniers détails, posant une main sur mon épaule. « Bon travail », dit-il simplement. Mais puis il ajouta, sa voix plus basse, « Mon fils est heureux. Je le vois dans ses yeux chaque jour. Et cela plus que n'importe quel succès d'affaires est ce qui importe. Alors, merci, de l'aimer bien. » Je ne pus répondre, ma gorge trop serrée par l'émotion. Je hochai seulement la tête, et il me serra l'épaule avant de s'éloigner. Diego me trouva moment après, riant de quelque chose que Paulina lui avait dit. Quand il me vit, son expression s'adoucit en ce sourire spécial qu'il réservait seulement pour moi. « Viens, dit-il, prenant ma main. Je veux te montrer quelque chose. » Il me mena à la cuisine arrière où l'odeur de pain frais était accablante. Sur l'une des tables de travail, il y avait une miche tout juste cuite, encore fumante. Dans la croûte, il avait gravé avec soin des mots avant de la cuire. Matteo plus Diego Scargan pour toujours. C'est ringard, admit-il, rougissant légèrement. Mais je voulais que la première miche cuite dans ce nouvel endroit porte nos noms. Un rappel de pourquoi nous faisons tout cela. Je l'embrassais là même, sans me soucier que les nouveaux employés puissent nous voir, sans me soucier de rien excepté cet homme qui trouvait des façons de plus en plus créatives de me dire qu'il m'aimait. Mais même au milieu de tout ce bonheur, il y avait une ombre que je ne pouvais pas ignorer complètement. Barcelone restait une question sans réponse au fond de mon esprit. La maison d'édition avait compris quand j'avais refusé leur offre. Mais récemment, ils m'avaient contacté de nouveau. Ils avaient revu mon travail au festival, les mentions en presse, et voulaient savoir si j'avais reconsidéré. Cette fois, ils offraient quelque chose de différent. Travail à distance avec seulement des voyages occasionnels en Espagne pour des réunions importantes. C'était la solution parfaite. Je pouvais rester à San Miguel avec Diego et avoir quand même l'opportunité professionnelle dont j'avais toujours rêvé. Mais je ne lui avais rien dit encore. Après tout ce que nous avions traversé, après avoir refusé Barcelone une fois, comment lui dire que je considérais l'offre de nouveau? La réponse arriva de la façon la plus inattendue. Un après-midi, tandis que Diego nettoyait après l'horaire de fermeture à la boulangerie originale, je trouvai un de ces vieux carnets cachés derrière des boîtes de rangement. Je l'ouvris sans penser, et me retrouvai avec page après page de poèmes que je n'avais pas lus avant. L'un en particulier me stoppa net. Si le vrai amour signifie le laisser voler, comment lui dis-je de ne pas couper ses ailes pour moi? Comment lui expliquer que son bonheur est plus important que ma peur de le perdre?
Barcelone brille dans ses yeux quand il pense que je ne regarde pas. Et je fais semblant de ne pas voir parce que je suis égoïste, parce que je veux le garder ici, avec moi, pour toujours. La date était de 2 semaines auparavant. Mon cœur se brisa et se remplit d'amour en même temps. Diego savait. D'une certaine manière, il avait remarqué mon conflit interne même quand je pensais le cacher bien. Ce soir-là, après avoir fermé la boulangerie, nous nous assîmes dans la cour arrière sous les étoiles, le même endroit où nous avions partagé notre premier baiser approprié des mois auparavant. Je lui montrai le poème. « Pardon », dit-il immédiatement. « Je ne voulais pas te presser, je ne voulais pas que tu sentes que tu devais rester pour moi. »« Diego », interrompis-je doucement. « Ils m'ont recontacté, la maison d'édition de Barcelone. Ils offrent du travail à distance. » Son visage passa par une série d'émotions. Surprise, espoir, peur, résolution. « Et que veux-tu faire ? » « Je veux accepter, admis-je. Mais seulement si tu es d'accord avec cela. Seulement si tu comprends que cela ne change rien entre nous. Mon foyer c'est toi, Diego. Peu importe où je travaille, peu importe où les projets me mènent, je reviendrai toujours à toi. » Il prit mon visage entre ses mains qui pétrissaient le pain et écrivaient de la poésie, et me touchaient avec tant de tendresse que parfois, cela me faisait pleurer. « Alors accepte, poursuis tes rêves, je serai ici, t'écrivant des billets chaque matin, attendant chaque retour, fier de tout ce que tu accompliras. »« Comment ai-je eu autant de chance ?» murmurai-je. « Comment ai-je trouvé quelqu'un qui m'aime si complètement ?»« La chance n'a rien à voir, » répondit-il souriant. « C'était le pain, c'était toujours le pain. » Nous rîmes, puis pleurâmes, puis nous embrassâmes jusqu'à ce que les étoiles se multiplient au-dessus de nos têtes et que le monde se réduise à seulement nous deux, à cet amour que nous avions construit mot par mot, billet par billet, jour après jour. 1 an après ce premier baiser sur le seuil de ma porte, nous eûmes une cérémonie. Ce n'était pas légal, pas officiellement, mais c'était la nôtre. Dans le jardin botanique où nous avions tant marché, entourés de famille et d'amis, nous échangeâmes des vœux que Diego avait écrits dans sa calligraphie parfaite et que j'avais illustrés avec des aquarelles. Don Ernesto pleura, Doña Lucia aussi. Paulina fut notre témoin, rayonnante dans une robe bleue, lisant un poème que Diego avait écrit sur trouver un foyer en une autre personne. Moi, Diego Morales, dit mon amour, sa voix ferme bien que ses mains tremblassent, je promets de t'écrire chaque jour, je promets de t'aimer dans tes aubes difficiles et dans tes crépuscules tranquilles. Je promets d'être ton foyer quand le monde sera trop. Je promets de grandir avec toi, de changer avec toi, mais jamais d'arrêter de te choisir. Moi, Mateo Reyes, répondis-je, ma propre voix se brisant. Je promets d'illustrer chacun de tes jours. Je promets de voir ta beauté même quand tu ne pourras pas. Je promets d'être ton refuge et ton aventure. Je promets que peu importe où le travail me mène, mon cœur sera toujours ici, avec toi, dans cette ville qui nous a donné l'opportunité d'être nous-mêmes. Nous nous embrassâmes sous un arc couvert de fleurs que Paulina avait conçu, et nos invités applaudirent et crièrent et célébrèrent cet amour qui avait surmonté tant. La fête dura jusqu'à l'aube. Nous dansâmes, mangeâmes du pain frais de la boulangerie, partageâmes des histoires et des rires. Mais mon moment préféré fut près de la fin, quand je trouvai Diego dans un coin tranquille du jardin, écrivant dans un de ses carnets. « Un autre billet ?» demandai-je, m'asseyant à ses côtés. « Toujours », répondit-il, souriant. « Bien que maintenant tu sois mon époux en tout excepté sur papier, bien que nous vivions ensemble et partagions tout, je veux encore t'écrire. C'est comme respirer, Mateo. C'est comme de l'or pour le cœur. » Il me montra ce qu'il avait écrit. « Il y a 1 an, j'ai frappé à ta porte avec des mains tremblantes et un cœur plein d'espoir. Aujourd'hui, je te vois comme mon époux, mon compagnon, mon foyer, et je sais que demain et tous les lendemains après, je continuerai à te choisir, je continuerai à t'aimer, je continuerai à t'écrire des billets jusqu'à ce que mes mains ne puissent plus tenir le stylo. Et même alors, mon amour continuera, éternel comme le pain que nous faisons chaque aube, sustenance pour l'âme. » Je pleurais en lisant ces mots, comme j'avais pleuré avec chaque billet avant, et je sus que nous aurions toute une vie de ces moments, de ces mots, de cet amour qui avait commencé avec un simple billet dans un sac de pain et s'était transformé en tout. Barcelone m'attendait avec des projets excitants. La boulangerie continuerait à grandir, devenant une institution à San Miguel. Il y aurait des défis, des disputes, des moments difficiles comme dans n'importe quelle relation. Mais il y aurait aussi des aubes à nous réveiller ensemble, des billets cachés dans des endroits surprises, du pain frais chaque jour, et la connaissance profonde que nous avions trouvé quelque chose de rare et précieux, un amour vrai, un amour authentique, un amour qui nous permettait d'être complètement nous-mêmes. Et chaque matin, sans faute, je trouverais un nouveau billet.
Parce que certaines traditions, les meilleures traditions, sont faites pour durer pour toujours. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette histoire, j'espère qu'elle t'a touché le cœur autant qu'elle m'a touché en la vivant et en la racontant. Laisse un like si tu as apprécié ce voyage avec Diego et moi, et abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Et s'il te plaît, dans les commentaires, donne-moi une note de 0 à 10 et raconte-moi ce qui t'a le plus plu. Était-ce les billets, la réconciliation avec la famille, les moments romantiques? Ton opinion est très importante et m'aide à continuer à partager ces histoires d'amour que nous méritons tous d'entendre. Merci de nous avoir accompagnés dans ce chemin. Que tu trouves ton propre amour écrit sur des billets, quelle que soit la forme.